Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Trends Bourse, une grosse semaine d'actualité économique à décrypter. On va évidemment évoquer les derniers rebondissements de la politique française et américaine également, et puis les impacts sur les marchés. On s'intéressera à l'or et ses nouveaux records. Faut-il y lire un message ? Et puis on fera un petit point aussi sur la saison des résultats. Et pour tirer tout ça au clair, j'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Vincent Juvin, stratégiste pour ING. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire un petit point quand même sur cette situation politique française. Pour commencer, il se passe pas mal de choses de ce côté-là. On a un gouvernement, on n'a plus de gouvernement, on a un gouvernement. Et puis, on prend des mesures politiques. Les marchés restent assez stoïques par rapport à toutes ces informations en fait. Oui, tout à fait. Alors pour l'instant, on a un gouvernement, donc c'est une bonne chose. Il y en a un gouvernement qui en tout cas essaie de former un budget pour 2026. C'est l'urgence évidemment, et les marchés évidemment espèrent que ce sera possible. Et c'est évidemment leur point d'attention premier. Et on sait que pour faire un budget, il faudra, finalement, si on n'utilise pas le 49.3, il faudra une majorité quand même à l'Assemblée. Et il faudra dès lors faire des concessions. Alors évidemment, là je dirais la bombe nucléaire du jour est évidemment le fait qu'on puisse remettre la réforme des retraites au frigo jusqu'à la présidentielle de 2027. Alors c'est bien parce que ça réouvre la perspective d'un budget pour 2026 et de trouver potentiellement un accord avec la gauche, en tout cas le Parti socialiste. Mais c'est mal puisque c'était une réforme qui était absolument nécessaire pour stabiliser en tout cas les finances publiques, pour éviter de creuser les déficits dans les années à venir. Donc c'est vrai que pour les générations futures, ce pas en arrière est évidemment lourd de conséquences. Ça va être évidemment négatif pour les finances françaises au cours des prochaines années. Et puis il faudra voir aussi comment est-ce que ce sera lu ou apprécié par des institutions comme la Commission européenne qui avait demandé évidemment à la France des réformes parmi d'autres. Donc les marchés ne s'en émeuvent pas, voient finalement le côté positif, c'est-à-dire que ça ouvre la perspective d'un budget 2026, ne s'inquiètent pas encore de la détérioration des finances publiques futures liées à cette mise au frigo de la réforme des retraites. Je sais que les marchés ont une susceptibilité aléatoire, mais là quand même, on est dans une situation politique qui est proche du sketch, presque. On sait effectivement que l'urgence en France, c'est cette dette publique et l'importance qu'elle a de plus en plus sur les finances. Comment ça se fait que les marchés sont à ce point insensibles à toutes ces informations ? On a l'impression que ça leur passe par-dessus la tête, en fait, ce qui se passe en France. Alors, je ne dirais pas qu'ils soient insensibles. Alors, on a vu le spread de la France par rapport à l'Allemagne remonter au-delà de 80 points bas cette année. Donc, c'est quand même le plus haut niveau depuis 2012. Alors, il reste aux alentours de ce niveau-là. Il n'a pas fortement augmenté au-delà de ce niveau, qui est déjà, je dirais, un petit peu un niveau de stress, évidemment. Encore une fois, je pense que les marchés regardent un petit peu à court terme pour l'instant la situation française, c'est-à-dire y a-t-il une perspective de budget pour 2026 ou pas ? Et là, clairement, aujourd'hui, cette perspective, en tout cas, s'entrouvre à nouveau. Et on voit le spread qui rebaisse en France, donc ça a plutôt rassuré les marchés. Le blocage politique, la dissolution, la perspective d'un Emmanuel Macron mis en plus grande difficulté, eût été le scénario catastrophe. Donc, quelque part, même s'il faut regretter la mise au frigo de cette réforme des retraites, c'est un mal pour un bien, en ce sens que ça permet en tout cas de stabiliser les choses sur le plan politique à court terme. Et si on regarde du côté des États-Unis cette fois, parce que là aussi la situation est quand même assez tendue, on est en plein shutdown. Alors c'est pas exceptionnel comme situation, ça s'est déjà produit un certain nombre de fois, mais ça devrait ne pas rassurer les marchés d'une certaine façon. Oui, en l'occurrence, les marchés ne sont pas particulièrement inquiets là aussi. Alors il faut savoir que on avait vécu sous Donald Trump Ier le plus long shutdown aux États-Unis qui avait duré 35 jours entre 2018 et 2019. Sur le plan économique, ça avait eu relativement peu d'impact, puisque finalement on a une demande qui est retardée, qui est repoussée dans le temps, mais qui n'est pas détruite. Donc ça, c'est déjà une première chose. On avait vu que sur le PIB 2019, ça avait eu un impact d'à peu près 0,02%, donc finalement rien. Et pour les marchés, paradoxalement,
on note qu'à peu près au travers des 20 derniers shutdowns qu'on a eu au cours des décennies précédentes, paradoxalement, le S&P 500, l'indice phare aux États-Unis, est en hausse de 12% dans les 12 mois qui suivent. Donc le shutdown, c'est pas quelque chose qui fait chuter les marchés, que du contraire. C'est plus difficile à digérer en revanche pour les treasuries américaines ou pour le dollar, qui patinent, voire qui reculent légèrement. Finalement, c'est logique, ça interpelle un petit peu sur la capacité, en tout cas, de gestion financière de l'État américain, plus que sur ses entreprises. Mais en l'occurrence, ici, pour l'instant, on a un S&P 500 qui a été relativement peu affecté par cela et qui continue à progresser ou à être influencé par d'autres éléments. Et en tout cas, à l'heure actuelle, peut-être plus les tensions commerciales qui ressurgissent entre la Chine et les États-Unis. Justement, venons-en à ces tensions commerciales qui là, sont importantes et peuvent avoir un impact. C'est des tensions qui risquent de perdurer pour ces marchés. Oui, alors on en est conscient évidemment. La lutte pour le leadership économique, militaire, technologique entre les États-Unis et la Chine est évidemment une lutte de longue haleine. Oui. Donc on est parti sur le temps long en la matière. On avait l'idée qu'il y avait un apaisement en tout cas qui avait été observé cet été. Les choses se sont tendues récemment, mais c'est vrai que d'un jour à l'autre, les marchés sont tantôt pleins d'espoir, tantôt pleins de doutes. En tout cas à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est plutôt les doutes qui dominent. Et on sait pourtant que, en tout cas, les deux pays sont interdépendants. Mais attention, la Chine devient de moins en moins dépendante des États-Unis pour sa croissance. On a vu notamment que la Chine, malgré la guerre commerciale, a vu ses exportations continuer à croître plus tôt cette semaine. La Chine est un acteur incontournable des terres rares dont on a tous besoin pour nos appareils électroniques, nos panneaux solaires et que sais-je. Et pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Tandis que la Chine commence de plus en plus à avoir des alternatives locales aux technologies occidentales. Donc c'est vrai que, l'idée de vous nous donnez votre terre rare, on vous partage notre technologie. Ça marche de moins en moins bien. C'est une idée qui marche de moins en moins bien. C'est-à-dire que l'investisseur, il se positionne comment aujourd'hui avec son portefeuille par rapport à toutes ces tensions et ces instabilités ? Alors, je ne m'exprimerai pas pour tous les investisseurs, je vais exprimer en tout cas comment nous nous positionnons chez ING Investment Office et partant tous les investisseurs qui nous font confiance pour la gestion de leur patrimoine, notamment dans le cas spécifique des tensions sino-américaines qui touchent le secteur technologique de manière directe et indirecte. Nous, on a fait le pari à la fois de parier sur la technologie américaine et on a vu, ça a été judicieux cette année, on a vu que toutes les valeurs technologiques, les Magnificent Seven et au-delà ont affiché d'extraordinaires performances, mais de se protéger ou en tout cas d'étendre cette conviction sur le secteur technologique à la Chine. De cette manière, on protège un peu nos positions aux États-Unis, on est un petit peu opportuniste comme dans le cas d'espèces. Par ailleurs, on a également des valorisations qui sont beaucoup plus attractives en Chine. Aux États-Unis, le marché se négocie à 23 fois les bénéfices attendus. En Chine, on est à moitié ce niveau-là. Donc, ça nous permet d'équilibrer également nos cours d'achat sur des secteurs, un secteur technologique qui en Chine est également très performant. La Chine grappille bon an, mal an, en tout cas des parts de marché dans différents types de technologies. On voit très fort sur l'automobile, on l'avait vu sur les technologies, notamment sur les énergies renouvelables, mais on annonce des puces, en tout cas chinoises, presque aussi performantes que celles fabriquées par les géants occidentaux. Donc on n'oublie pas la Chine. Est-ce que ce qui se passe avec l'or en ce moment peut être une espèce de cause à effet de toute cette instabilité, de toutes ces tensions, puisque l'or va de record en record. Alors évidemment, on la qualifie de valeur refuge, on pourrait se dire du coup c'est normal, instabilité, direction les valeurs refuge. On pourrait aussi se demander si finalement il n'y a pas quand même de plus en plus d'investisseurs sur les marchés, même des petits investisseurs, une accessibilité de plus en plus grande et que donc il y a de plus en plus de monde qui se disent il faut que je monte dans le TGV là. Oui, alors il y avait évidemment donc un mouvement qui avait été induit tout d'abord par les banques centrales et les banques centrales émergentes en premier lieu. Il faut le rappeler, ça fait des années que le dollar est instrumentalisé dans le cadre de sanctions commerciales que les États-Unis imposent par rapport à un certain nombre de pays. Je pense à l'Iran, je pense probablement à la Russie, les pays non alignés sur l'axe en tout cas américain. Et évidemment, ça veut dire que pour tous ces pays, avoir des réserves de change en dollars, ça comporte des risques de ne pas pouvoir les utiliser, voire de se les voir confisqués. On a vu plus récemment dans le sillage de la guerre en Ukraine qu'il en était de même avec les euros, puisque les avoirs russes libellés en euros placés chez Euroclear ont été gelés. Donc ça veut dire que pour ces pays potentiellement non alignés avec l'Occident, détenir des dollars ou des euros peut se révéler dangereux. On ne peut à un certain moment ne plus accéder à ces réserves, voire se les voir confisquées. C'est la raison pour laquelle dans les pays émergents, il y a eu beaucoup d'achats d'or des banques centrales, notamment de la Chine, qui a racheté beaucoup d'or ces dernières années,
année et qui est finalement à elle seule un des éléments qui a poussé le prix de l'or à la hausse. Cela étant, même au niveau actuel, même après tous ces rachats, la part d'or dans les réserves de change chinoises est à peu près de 4%. Il faut savoir qu'en moyenne, dans les banques centrales, on est plutôt aux alentours de 15, 16, 17%. Donc il y a encore de la marge, la Chine va sans doute encore continuer. Dans le sillage de cette impulsion donnée par les banques centrales émergentes et singulièrement de la People Bank of China en Chine, évidemment un certain nombre d'investisseurs comme nous ont investi sur la thématique or, à la fois pour profiter de l'appel d'air de ces mouvements des banques centrales, mais aussi conscient que, en tout cas, c'est une protection contre la baisse du dollar et Trump avait évidemment annoncé la couleur. Il souhaitait évidemment trouver le dollar trop cher et voulait en tout cas finalement utiliser la politique monétaire de la Fed pour affaiblir ce dollar. Entre-temps, c'est fait. Le dollar a perdu entre 10 et 15% cette année. Et donc, ça a obligé les investisseurs tels que nous à chercher la parade. Et l'or, c'est en tout cas révélé être un très très bon mécanisme de protection par rapport à la baisse du dollar. Mieux d'ailleurs que plein d'autres actifs. On a vu un temps que les crypto-monnaies avaient été plébiscitées. Oui. On a vu que l'or affiche de bien meilleures performances et une bien plus faible corrélation, notamment avec le dollar, que les crypto-monnaies. Est-ce qu'on ne doit pas donc y voir une espèce de record de la méfiance finalement du monde entier envers ce qui se passe aux quatre coins du monde ? Oui, c'est un petit peu paradoxal parce qu'à la fois on a des actifs risqués comme le crédit aux entreprises, à haut rendement ou pas, les marchés d'actions qui finalement caracolent de record en record, et dans le même temps des actifs dits défensifs ou refuges qui performent tout aussi bien. Je pense qu'il faut dissocier ce qui se passe parfois dans en tout cas dans les réserves de change et ces mouvements en tout cas qu'on peut observer dans les réserves de change et par rapport aux devises. Il y a certainement en tout cas un dollar qui va continuer à s'affaiblir dans les prochaines années parce que c'est la volonté même des États-Unis. Je ne pense pas que le dollar va être détrôné comme principale monnaie réserve dans le monde, mais enfin, en tout cas, il sera de plus en plus challengé par ces pays qui essaient justement de diversifier leurs réserves de change. Donc ça, c'est une thématique qu'il faut continuer à aborder en portefeuille, avec une couverture active du risque de change là où c'est possible, doublée en tout cas d'une exposition à l'or qui se révèle une belle protection. Je pense qu'il faut surtout voir cela dans la remontée de l'or à l'heure actuelle, plutôt qu'un signe d'aversion pour le risque, puisqu'en aucun cas, je note d'aversion pour le risque. Au contraire, je pense qu'il est intéressant de voir, puisqu'on évoquait le cas spécifique de la Belgique, notamment ou des investisseurs belges, de voir qu'il y a en tout cas un appétit pour le risque qui est assez bien présent. Nous, on le voit, il y a un engouement pour l'investissement. Je pense que les Belges sont conscients que l'inflation en Belgique, elle est au-delà de 2%. Les comptes épargne rémunèrent moins que ce niveau-là et que finalement, ne rien faire, c'est plus risqué qu'on ne le pense. Donc, mettre son cash en action sur les marchés financiers de manière diversifiée est évidemment quelque chose qui s'impose et que beaucoup de Belges font aujourd'hui et évidemment avec succès. On a quand même, malgré toutes ces incertitudes, une relativement bonne année en termes de performance boursière et sur les marchés financiers de manière générale. Voilà un propos rassurant. Alors justement pour tous ces investisseurs qui nous écoutent, il y a cette période qu'on connaît tous et qu'on suit attentivement en tant que bon investisseur, c'est cette saison des résultats. Pas toujours facile de comprendre le résultat de l'un, les performances de l'autre. C'est donc le moment de poser la question, de décrypter un petit peu. On en est où ? Que se passe-t-il dans ce début de saison des résultats ? Bien, on en est au début, donc elle vient de commencer cette semaine, donc la semaine du 13 octobre est l'une des premières semaines importantes en termes de publication de résultats, puisqu'on a la plupart des bancaires américaines qui vont rapporter leurs résultats, une quarantaine de valeurs au total, dont beaucoup de banques et qui représentent entre 8 à 10% de la capitalisation boursière du S&P 500. Les banques, c'est doublement important, ça dit quelque chose sur la santé des banques en tant que telles, mais les banques, puisqu'elles prêtent à l'économie et autres, c'est également des bons baromètres de la santé économique américaine. Et on a en tout cas sur les premiers résultats des résultats qui sont très encourageants. Je pense à JP Morgan qui publie en tout cas un bénéfice par action au-delà de $5 alors qu'on attendait 4,84 avec des perspectives qui sont tout à fait encourageantes liées notamment à la déréglementation que l'administration américaine entend réaliser aux États-Unis. Donc on a des banques qui sont en bonne forme pour l'instant aux États-Unis. C'est de bon augure pour cette saison de publication de résultats. Alors dans 2 semaines, il y a, je dirais, un autre groupe d'entreprises qui sera particulièrement importante à suivre. Ce sont les entreprises technologiques. Moi, je dis souvent le marché américain est pricé pour la perfection et les entreprises technologiques certainement. Donc il faut que les bénéfices suivent. Et là, les attentes sont élevées puisqu'on attend des croissances bénéficiaires de plus de 20%. Il faudra voir évidemment si cette dynamique
persiste, puisque finalement toute en tout cas déception sera lourdement sanctionnée sur les marchés financiers. Mais jusqu'ici, et ce qui est plutôt rassurant, et c'est ce qui entretient ce mouvement de hausse, c'est qu'on a certes des marchés qui sont pricés pour la perfection, mais cette perfection a été jusqu'ici plutôt au rendez-vous. Et voilà, en tout cas, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que finalement, malgré ces incertitudes politiques, géopolitiques et ainsi de suite, et le fait que chaque jour, les négociations commerciales peuvent tantôt susciter l'enthousiasme, tantôt inquiéter, il faut pouvoir garder le cap et finalement se fier aux fondamentaux et aux fondamentaux avant tout. Et finalement, c'est cette saison de résultats qui nous livre justement, en tout cas, un bon point d'analyse de ces fondamentaux. Et jusqu'ici, on est plutôt porté par en tout cas une tendance positive aux États-Unis. On attend sur l'année 2025 une croissance des bénéfices de plus de 10%. On aura l'occasion évidemment de refaire un point sur cette saison des résultats et des valeurs technologiques dans 15 jours. Avec Guy, on a l'habitude, Vincent, de terminer cet épisode par une petite leçon que l'investisseur peut tirer de tout ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à l'investisseur ? Quelle est la leçon qu'il tire de toute cette actualité ? Surtout garder le cap, parce que c'est vrai que quand on suit l'actualité et si on laissait son portefeuille évoluer au gré en tout cas de cette actualité, on ferait des arbitrages tous les jours. Ouais. Et puis on voit, sur la situation française, un jour on annonce la dissolution, le lendemain on met la réforme des retraites au frigo et on dit qu'on a un budget qui est potentiellement atteignable. Donc c'est vrai que les choses peuvent diamétralement changer d'un jour à l'autre. Même chose sur le plan commercial. Nous avions vendredi dernier des marchés qui étaient à feu et à sang parce que c'était à nouveau des tensions très importante, la Chine et les États-Unis. Un jour après, on se parle presque entre bons amis. Donc, en tant qu'investisseur, il faut, en tout cas, garder son sang-froid, garder le cap. Et je pense que, ce cap, il est quelque part aussi donné par les résultats d'entreprise. Et, se fier davantage à cela qu'à tout le reste. Ne se pas laisser distraire par le bruit ambiant. Et Dieu sait que pour l'instant, il y a du bruit. Il faut rester stoïque. Merci beaucoup, Vincent. On aura l'occasion de se retrouver tout au long de cette année pour les différents podcasts parce que Guy prend des vacances de temps en temps, c'est son droit. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et on se retrouve dans 15 jours. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de ING avec son analyse de la situation économique actuelle. Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette semaine, je vous propose de consacrer ce podcast à la saison de publication des résultats du 3e trimestre qui bat actuellement son plein aux États-Unis. Alors, quelques résultats d'entreprise ont déjà été publiés ces dernières semaines, notamment ceux de Nike. Ces derniers se sont révélés meilleurs qu'attendus, mais la saison de publication de résultats démarre véritablement cette semaine avec environ une quarantaine d'entreprises qui publieront le résultat pour le 3e trimestre, principalement des grandes banques américaines comme JP Morgan, Goldman Sachs ou encore Bank of America qui représentent collectivement environ 8% de la capitalisation totale du S&P 500. Alors, dans un contexte où les valorisations boursières dépassent largement leur moyenne historique sur les marchés développés, il est plus important que jamais que les bénéfices des entreprises continuent évidemment à évoluer favorablement pour soutenir cette évolution positive des cours de bourse. Alors jusqu'à présent, c'est bien le cas, surtout aux États-Unis et dans une moindre mesure en Europe. Pour le 3e trimestre, les analystes anticipent notamment une croissance des bénéfices de près de 9% aux États-Unis et environ 2% en Europe. Alors cette croissance devrait principalement être portée par le secteur technologique qui devrait à nouveau afficher une hausse des bénéfices supérieure à 20%, ainsi que par le secteur financier où une croissance d'environ 12% des bénéfices est attendue au 3e trimestre. Sachez en tout cas que ce sont deux secteurs que nous privilégions actuellement au sein de l'ING Investment Office dans nos fonds flagship. Par ailleurs, nous pensons que l'accord récent entre Pfizer et le gouvernement américain pourrait avoir un impact positif sur les perspectives des bénéfices dans le secteur de santé, un secteur qui est resté en retrait cette année et qui a repris un peu de l'allant dernièrement. Un autre élément important sera les annonces concernant les programmes de rachat d'actions. Ceux-ci ont atteint un niveau record de 1 000 milliards de dollars fin août sur les 8 premiers mois de l'année et devrait probablement établir de nouveaux records au 4e trimestre, ce qui soutiendra bien entendu davantage les marchés. Alors en ce qui concerne les régions, nous pensons que les marchés émergents continueront à afficher cette année une croissance de leurs bénéfices plus forte qu'ailleurs, ce qui, combiné à des valorisations attractives et un dollar affaibli, pourrait continuer à soutenir la performance boursière. C'est pourquoi nous leur accordons actuellement toujours une préférence dans notre stratégie d'investissement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse.
Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.